Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et tout à l'heure, enfin plus tard dans l'année. Eh bien, collaboratif à nouveau avec la présentation d'un nouveau pipeline de production pour le long métrage d'animation avec Christophe Archambault, qui est le directeur technique de Superprod Studio et qui va nous présenter donc quelque chose qui s'appelle Flow, qui est soutenu par le CNC. Salut Christophe, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole. Merci de me recevoir. Oui, très contente d'être ici pour pouvoir parler de Flow, un projet qui nous tient depuis plus d'un an chez Superprod. Beaucoup d'efforts de toute l'équipe investis sur ce projet. Et donc on est content de le voir arriver bientôt à maturité. Donc on va faire un petit tour d'horizon de ce pipeline. Alors évidemment, parler d'un pipeline en quelques minutes, c'est toujours difficile. Certains, ils peuvent y mettre des semaines. Donc on va être assez succinct, mais néanmoins essayer de voir à peu près toutes les caractéristiques principales du pipeline. Et puis on va essayer de faire un zoom sur une partie spécifique du pipeline qui est USD, qui est un composant important de ce pipeline, un choix technique important qu'on a fait aussi, et qui peut intéresser, je pense, beaucoup des gens qui regardent ce document. C'est parfait. Quand tu veux. Alors, pour parler du pipeline, bien sûr, il faut parler du studio qu'il est censé servir. Donc, le Superprod Studio, c'est un studio qui a été créé il y a à peu près 6 ans par Superprod. Superprod étant producteur de films et de séries, qui à l'époque faisait fabriquer ses productions dans d'autres studios, et puis qui a décidé de créer le sien. Donc, ça a commencé par des séries assez peu nombreuses, et puis petit à petit ça s'est développé, et puis aujourd'hui on a quand même une croissance très forte, et on arrive aujourd'hui à 7 productions en parallèle. Donc, là actuellement cette année, ouais. Okay. C'est la plus forte oui, année. C'est notre plus forte année certainement. C'est ça. L'année dernière on avait environ 250 postes de travail, c'était déjà beaucoup, et cette année on pense cet été être 350, donc c'est une croissance très forte. Et donc pour soutenir ce genre de croissance, bien sûr, il faut un pipeline adapté. Et vous êtes aussi passé de la prod uniquement de séries à de la production de long métrage depuis quelques années. Exactement. On a aussi des projets de long métrage cette année d'animation. Donc là encore, une spécificité forte. Ouais. D'accord. Et même au niveau des projets de séries, donc on a 2 types. On a plutôt les projets qu'on a produits nous-mêmes, et on a des projets de prestations, de clients qui viennent pour le savoir-faire et les qualités techniques qu'on a déjà montrées dans d'autres projets. Okay. Voilà. Alors Flow, on va venir. Il y a un autre point important aussi, c'est le fait qu'on fasse des projets très divers. On a quand même beaucoup de directions artistiques différentes, et donc ça nous oblige aussi à être assez flexible au niveau de ce pipeline. Et puis on a plusieurs sites de production, donc ça c'est aussi, on n'est pas les seuls, mais c'est important au niveau du pipeline d'être capable d'être très flexible sur quelle partie on fait à quel endroit. Et puis enfin, on travaille souvent avec des partenaires extérieurs, donc soit des coproducteurs, soit des studios qui vont exécuter une partie du travail et nous une autre. Et donc là aussi beaucoup de flexibilité nécessaire pour travailler avec ces studios. Donc soit ils ont leur propre pipeline et on doit s'adapter et interagir avec eux, soit ils n'en ont pas du tout et on est capable de leur prêter en fait nos outils et les déployer chez eux et les faire fonctionner chez eux. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre cahier des charges initial. Donc beaucoup de souplesse. Exactement, beaucoup de souplesse. Donc là, une petite galerie de portraits de famille des projets déjà livrés par Superprod Studio, et puis ici les 7 séries en cours de production, donc avec des productions françaises mais aussi étrangères. D'accord. Et ici une série d'affiches de projets qui, pour ceux qui sont sur la ligne du haut, ont déjà été fabriqués par Superprod. Diffusés, et ceux qui sont en bas sont en cours de développement. Les 2 premiers, The Kid et Calimero, étant des projets Superprod, et le 3e, un projet Netflix en cours de développement. Très bien. Alors, un nouveau pipeline, pourquoi? Qu'est-ce qui nous a pris? Voilà.
initialement, on a commencé à construire le pipeline des projets Superprod avec des moyens plus modestes. Hein. On avait chaque projet venait avec des TD, des développeurs techniques, etc., qui rajoutaient un petit peu de code, un petit peu de fonctionnalité au pipeline initial. Donc on a construit au fur des années un pipeline qui nous permet de faire les séries qu'on fait aujourd'hui. Mais quand on a voulu passer au long métrage, on était assez conscient qu'on était un petit peu limité quand même dans les capacités, que l'ensemble avait été construit progressivement, mais qu'on n'avait pas à l'époque la vision d'ensemble qu'il nous fallait pour faire quelque chose de solide. Et donc, quand on s'est retrouvé face à la perspective du long métrage, on s'est dit qu'il fallait reprendre les choses à la base et recommencer à se donner un autre cahier des charges un peu plus ambitieux. Donc, l'ambition, elle portait sur... D'abord, les besoins spécifiques du long métrage. Donc, dans le long métrage, tout est beaucoup plus détaillé, on a beaucoup plus de richesse visuelle, donc forcément, il faut en tenir compte. Donc, c'est plus tout est plus lourd, toutes les données sont plus lourdes. Tout est plus. Voilà, tout est plus. Tout ce qui est texture, polygone, etc. La taille des décors, tout est plus grand. Et puis, donc ça c'est au niveau performance, il faut arriver à suivre. Et puis au niveau des tailles d'équipe aussi, on a beaucoup plus grosses tailles d'équipe. Donc il faut être capable d'opérer en fait des plateaux de 150 personnes et que techniquement tout soit parfait et que ça ne plante pas, que ça n'ait pas de défauts techniques, qu'il n'y ait pas d'effondrement des performances ou de mise en prod malheureuse d'outils nouveaux qui perturberait le bon déroulement. Donc ça demande aussi des spécificités de fonctionnalité pour pouvoir avoir cette stabilité. Est-ce que le fait de le développer pendant cette période de crise sanitaire, ça a été quelque chose aussi qui vous a permis ou obligé à aller sur des pistes différentes, d'envisager le travail à distance par exemple, ou c'était déjà de toute façon quelque chose que vous aviez en tête? Pour l'instant, en fait, on n'a pas eu à l'intégrer énormément dans le sens où le fait de traiter le travail à distance avec une prise de contrôle de stations de travail qui sont dans le studio nous permet d'offrir un workflow qui est similaire en fait à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça n'a pas fait un grand changement. Par contre, c'est sûr que malgré tout, c'est toujours... comment dire, maintenant on sait que ça existe en fait. Maintenant on sait qu'on doit pouvoir travailler comme ça aussi. C'est ça, et comme vous êtes en plein développement. Voilà, on l'intègre un peu malgré nous. Maintenant on sait que c'est une réalité. Effectivement, on était loin de l'imaginer à l'époque. Donc voilà, le premier point, on a dit plus d'adaptabilité pour les longs métrages. Deuxième, c'était d'avoir des fondations très solides donc pour tout ce qui est le code, la technologie, etc. Des technologies modernes et des technologies open source, on voulait le plus possible pour pouvoir structurer sur des fondations stables et qui seraient pérennes dans le temps. Et puis le troisième point, donc faciliter la coopération entre les studios, être capable d'envoyer notre pipeline à l'extérieur et quand même qu'il soit raisonnablement protégé, c'est-à-dire qu'on a un système de cryptage, etc., qui permet que, même si on le met à disposition, il faut quand même pouvoir... Projet Netflix notamment. Voilà, exactement, il faut que ça soit quand même très sûr. Donc si on se résume, voilà, c'est le Steve Austin du pipeline, il est plus fort, plus rapide. C'est ça. Donc le déroulement du projet maintenant, donc on a fait donc ce pari il y a plus d'un an, de se dire ok, il faut reprendre le pipeline complètement, poser un peu le cahier des charges à nouveau et puis se lancer donc dans ce projet avec une équipe plutôt ambitieuse. On avait donc 5 TD et 5 TD pour la partie pipeline pure, les workflows de fabrication, et 5 développeurs pour les fondations techniques. Donc ça fait des grosses équipes pendant un an. Et cette équipe a pu travailler en fait en autonomie sans être accaparés par les projets en cours. Donc ils étaient vraiment concentrés sur la réalisation de ce projet. Donc, et ils ont produit donc, du code 100% original. Donc on n'a pas repris beaucoup en fait, de ce qu'on avait de notre ancien système, puisqu'on avait beaucoup de technologies nouvelles qu'il fallait mettre en place. Alors on a pu bénéficier du soutien du CNC, ça c'est vraiment appréciable justement, puisque là quand même on a un investissement très fort du studio pour une durée pareille. Et donc un soutien du CNC qui est important financièrement, puis qui a aussi l'avantage de nous obliger un petit peu
à mettre noir sur blanc nos idées, nos volontés, de les présenter à des gens, et ça renforce quand même la solidité du projet au départ. Donc ça, c'était bienvenu. Et puis après, pendant le développement, en fait, on a continué à tester du mieux qu'on pouvait ce qu'on faisait, puisque évidemment c'était encore trop tôt pour faire une vraie prod avec. Donc on a eu quand même une espèce de traversée, pas du désert, mais du gué, on va dire, assez longue, où on ne pouvait pas mettre nos technologies à l'épreuve. Donc ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on en a extrait des modules, des morceaux, grâce à la technologie RES notamment, et on a pu les réutiliser sur notre pipe actuel en production, ce qui fait que, en fait, dans le pipe qui va être bientôt mis en production, il y a plusieurs morceaux déjà qui ont été testés, prouvés, bugs fixés un peu partout, avant même de passer en production. Donc ça, c'était une bonne chose de pouvoir faire ça. Donc voilà, j'en ai listé quelques-uns, Ubiquiti, Fixie, l'utilisation de GitLab pour faire de la CI/CD, RES. Tout ça a été testé d'abord sur le projet Flow, puis ensuite mis en production dans notre pipeline actuel en attendant de venir en prod avec le projet Flow. Et donc, on est arrivé à peu près là au terme du développement, et on est en train de commencer donc, un projet pour Warner de série premium, donc un beau projet avec une grosse ambition visuelle. Et là, c'est le démarrage en ce moment, là où on parle. Et on espère pour cet été passer ensuite au long métrage, une fois qu'on aura pu chauffer un peu toutes ces techniques. Ok. Voilà. Donc on ne peut pas savoir pour l'instant ce que c'est. D'accord. Non, je ne dirai rien pour l'instant. Okay. Je peux juste dire qu'il est réalisé par Steve Box, en tout cas celui de Netflix qui est en développement en ce moment. Oui. Très bien. Voilà. Et ça sera celui qui inaugurera le nouveau pipeline? Là-dessus, on n'a pas encore de décision ferme. Ok. Donc au niveau des technos, voilà, souvent pour représenter un pipe, on fait un beau graphe avec plein de petites bulles en couleur. Là, j'ai été un peu plus austère, voilà, mais c'est pour essayer de résumer rapidement donc, ce qu'on utilise aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Legacy Pipeline et ce qu'on utilisera demain avec le Pipeline Flow. Et j'ai noté en vert en fait tout ce qui est technologie open source qu'on a introduit depuis, donc il y a plus de vert dans la nouvelle colonne, et en particulier sur la partie basse qui sont surtout les fondations. Et par contre, sur la partie DCC, c'est-à-dire les outils destinés au graphique, là pour l'instant on ne fait aucun changement parce que pour la meilleure qualité visuelle possible, pour l'instant on n'arrive pas vraiment à trouver mieux que les logiciels commerciaux, donc on reste sur ce qui se fait de mieux sur le marché, qui est Maya, Houdini, Nuke. On n'a pas fait trop de changements de ce côté-là. Et en termes de rendu, donc on a utilisé Arnold, qui est un bon moteur de rendu et qui a en plus l'avantage d'être très bien intégré dans USD. Alors, sur le Pipeflow, je pourrais vous dire plein de belles choses sur comme il est super et sur ces microservices, ces systèmes de synchronisation, etc. Mais on va pas pouvoir faire tout, donc on va rester sur un point particulier qui est USD, donc, qui est vraiment central dans ce pipeline. Donc USD, qu'est-ce que c'est? C'est un format standard de scène qui a été défini par Pixar, donc, qui a fait une espèce d'évolution, on pourrait dire, du format alambic. Donc le format alambic, ça permettait d'échanger dans un format standard des géométries entre les différents logiciels du marché. Là, on va plus loin, on prend des scènes complètes, donc non seulement de la géométrie, mais des transformations, des attributs spécifiques, des lumières, des surfaces, etc. Et on arrive à construire une scène quasiment prête à calculer avec USD. Donc c'est un format standard et c'est toutes les passerelles qui permettent d'aller des logiciels commerciaux vers ce format pivot et qui permettent chacune de trouver le point de rencontre du format central. Alors pourquoi avoir pris ce choix? Au départ, ce qui nous a séduit, c'était que déjà on voulait pouvoir échanger des données à l'intérieur de notre propre pipeline, donc c'était la motivation première, et USD déjà permettait de faire des passages entre Maya et Houdini de façon très, très simple et transparente. Donc
On a commencé à l'envisager pour cette raison-là. On s'est rendu compte qu'Arnold était en train d'acquérir la capacité de lire directement des fichiers USD, donc ça allait tout à fait dans notre sens. Et puis, on a fait quelques tests et on a pu constater effectivement, comme on voit là, on a un personnage de chez Superprod, à gauche dans Houdini, au centre dans Maya, à droite dans le USD View, qui est un petit outil fourni par Pixar aussi pour regarder des fichiers USD. Dans les 3 cas, on voit exactement le même rendu, et le rendu est fait avec Arnold dans les trois cas. Donc en fait, on peut rendre ou calculer en sortie de n'importe lequel de ces outils. Et donc évidemment, c'est une performance. Quand on essaie de faire ça soi-même, ça représente un effort colossal. La deuxième motivation, c'est qu'on a fait le pari à l'époque que USD allait avoir du succès et que les autres éditeurs allaient suivre. Et c'est ce qui est en train de se passer, donc c'est plutôt un pari réussi. C'est-à-dire que l'effort qu'on a fait pour adapter USD aujourd'hui, les autres acteurs sont en train de le continuer pour nous, et donc on pense pouvoir adapter facilement Blender, Redshift, Unity, sans changer le pipe actuel, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc c'est important pour nous parce que ça veut dire qu'on reste ouvert sur de futurs outils. Il peut évoluer. Exactement. Et Blender, vous allez en parler beaucoup dans cette édition du Radis. Blender, évidemment, il nous intéresse. Pour l'instant, c'était un peu tôt, on a voulu jouer la sécurité, entre guillemets, mais on est intéressé pour essayer de s'en servir, évidemment, dans nos prochaines productions. Encore un aspect fort de USD, c'est ce qu'on appelle le layering, c'est-à-dire la représentation sous forme de calque, en fait, des données 3D produites par les différents départements. Donc, dans un pipeline normal, normalement, on part d'une base et chacun rajoute, comme une espèce de boule de neige qui grossit, alors que là, le travail de chaque équipe reste dans un layer séparé, ce qui permet en fait facilement de faire des mises à jour en downstream, comme on appelle, et en fait qui se propagent ensuite sur le reste du pipeline. Et ça permet aussi un stockage qui est plus efficace. Autre gros avantage encore de USD, c'est les variantes set. Donc, c'est assez générique comme concept, mais ça permet par exemple de faire des variations sur un personnage quand il a un chapeau, pas de chapeau, quand il est déguisé, pas déguisé. Mais aussi la version haute résolution ou la version basse résolution ou la version où on change certaines couleurs, donc juste des variantes de shading. Tout ça, c'est supporté et du coup, une fois qu'on l'a décrit sous forme USD, on peut retrouver ces variantes dans tous les logiciels. Et enfin, un des gros points qui intéresse beaucoup les graphistes dès qu'on commence à voir des scènes importantes comme celles qu'on voit à l'écran, c'est les performances. Donc, plus on va mettre de détails, plus on va rendre la scène riche et plus le travail va être ralenti pour tous les intervenants. Évidemment. Et donc, là, on a pris cette scène qui s'appelle Moana Island, qui est une scène qui était mise à disposition par Disney pour faire des tests de performance, donc qu'ils ont mis en open source en quelque sorte. Et donc on a pu convertir la scène dans Maya complètement et dans USD, et on a des temps de chargement qui sont sans commune mesure. Voilà, donc c'était un tour d'horizon de ce qui nous a motivés pour aller vers USD. On est content évidemment du résultat aujourd'hui. Une partie des promesses d'USD se sont bien réalisées. Le format d'échange est là, les éditeurs s'en sont emparés. Après, bon, tout n'est pas toujours rose. Évidemment, il y a eu quelques difficultés quand même. Il y a encore des difficultés sur le parcours. On n'est pas encore complètement au bout de nos peines. On n'a pas encore intégré tous les départements, notamment. Mais sur ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu d'une part des difficultés avec notamment la passerelle Maya USD, donc c'est-à-dire quel outil prendre pour sauver des scènes en USD depuis Maya. Au moment où on a commencé notre projet, en fait, il y avait plusieurs projets open source parallèles, c'est des choses qui arrivent dans l'open source, chacun essayant d'obtenir le même résultat. On avait Animal Logic, qui était un grand studio qui développait sa propre passerelle en open source. On avait Pixar qui avait proposé ses propres outils, qui faisait certaines choses que d'autres ne faisaient pas et vice-versa. Et puis Autodesk qui essayait de courir un peu aussi après
après le train. Et donc, fort heureusement, bon, Autodesk a essayé de mettre tout le monde d'accord et à réunir dans un seul outil ces différentes passerelles. Donc, ça nous a quand même au moins tranquillisé sur l'avenir un petit peu de ce qui allait se passer. Par contre, ça fait prendre un peu de retard au projet. C'est vrai que pour l'instant, il est toujours en cours de développement, donc c'est un peu un frein pour nous. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu caractéristique, ça peut être caractéristique de l'open source, en tout cas, d'avoir plus de difficultés à lire l'avenir qu'avec un éditeur, par exemple. Lire l'avenir en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui, de toute façon, en général. De toute oui, et les éditeurs parfois aussi annoncent des choses qui ne tiendront pas. Mais bon. Absolument. En tout cas, voilà, c'était la difficulté qu'on a eue au début. On a eu une autre difficulté qui était ce qu'on appelle le résolveur. Donc, c'est une partie du SD qui permet en fait de faire de l'asset management en quelque sorte, d'indiquer à USD où retrouver les fichiers correspondant à tel type d'asset ou de shot ou à telle étape de travail. Donc, on est parti d'un projet open source, là encore, qui s'appelait Tourette, qu'on a voulu faire évoluer. Et en fait, c'était très complexe. Il y avait des techno web utilisés qui étaient assez avancés. Il y avait du multithreading. Il y avait beaucoup de complexité du C++ et du Python. Et et ça a été en fait un investissement de temps significatif pour arriver à maîtriser cette techno-là. Alors, on n'avait pas du tout imaginé. On pensait que prendre le projet open source qui était sur le GitLab et que ça allait fonctionner du premier coup. Mais ce n'était pas trop le cas. Bon. Après, c'est ça, on apprend de exactement. ce genre d'expérience autant que... Exactement. On arrive à la fin. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter ou on se dit que tu reviendras nous voir pour un retour d'expérience sur la première utilisation de Oui, Flow? Tout à fait, avec plaisir. Effectivement, là, on a à peu près couvert les retours d'expérience sur SD et Flow. Effectivement, il faudra encore aller plus loin. Combien de temps encore pour qu'il soit vraiment opérationnel? Là, il est en production, on a des graphismes dessus là en ce moment. Mais pour monter en charge, oui, cet été, on sera, je pense, cet été. Voilà, l'objectif c'est cet été. Exactement. Ouais. Ok. Voilà. Donc tu reviendras dans une prochaine édition des Radis. J'espère. Tu le viens. Merci. Merci.